un des partenaires officiels de cet événement Marketing Day qui va nous rejoindre. Nous allons parler de la sobriété. Est-ce que c'est le nouvel enjeu des interfaces digitales? On va donc parler éco-conception avec Renaud Ménéra. Il est fondateur et CEO de User Agents. Voilà, Renaud Ménéra, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va échanger pendant une petite vingtaine de minutes. Je le disais, vous êtes fondateur et CEO de User Agents, qui est partenaire officiel de cet événement Marketing Day. Est-ce que déjà, Renaud, vous pouvez vous présenter et nous dire précisément ce qu'est User Agents? Bien sûr, donc je suis Renaud, j'ai 49 ans et je suis le cofondateur de User Agent avec Vincent Pilet que vous aurez le plaisir d'écouter un peu plus tard dans l'après-midi. Alors User Agent, qu'est-ce que c'est? C'est une agence digitale mobile first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on accompagne les entreprises dans la conception, le design et le développement de services, d'expériences digitales, que ce soit à des fins de commerce ou à des fins de relations clients principalement. Donc très concrètement, on développe des applications mobiles, des sites responsives, des interfaces in-store qui permettent à des marques comme McDonald's, Boulanger, Petit Bateau, but de mieux servir leurs consommateurs. Et on fait ça depuis 12 ans avec, dans notre ADN, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce côté mobile first. Alors ça paraît évident 12 ans après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mobile est devenu le centre de la relation entre une marque et un consommateur, que ce soit un client ou un prospect. Et donc, on accompagne ces entreprises pour mieux les servir à travers ce petit terminal qui est devenu grand par l'usage et par le transactionnel, qui est le smartphone. On va parler de marketing éthique. Selon vous, cette approche de marketing éthique, ça se traduit par une politique RSE, des communications d'entreprise, mais également ça s'intègre dans des politiques de développement digital et de web également. C'est vrai qu'on voit que la RSE en général est au cœur de la communication des entreprises. Donc ça, c'est plutôt une posture de communication. Derrière, il faut des preuves. Donc on voit bien que toutes les marques aujourd'hui sont engagées dans des missions et des impacts. Mais au-delà du discours, il faut aller chercher des preuves. Donc il y a beaucoup de travail effectué autour de la production, des chaînes de livraison, où on essaie de mettre en place des entrepôts zéro carbone, des modes de livraison électriques pour limiter l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est un gros travail qui est effectué par les entreprises. Et il n'y a pas de raison fondamentalement que dans ces preuves, on n'aille pas un petit peu plus loin et qu'on ne travaille pas aussi au niveau des interfaces digitales, parce qu'on le verra un petit peu plus tard dans notre échange, mais elles ont aussi un impact et un rôle à jouer dans cette politique RSE. Et donc nous, aujourd'hui, notre métier, c'est assez neuf, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas survendre un truc, on est encore au tout début de cette tendance, c'est de voir de quelle manière, comment nous, professionnels de la conception et du design de ces interfaces, on accompagne ces entreprises sur différents critères pour finalement mieux servir et être au service de cette politique RSE et de faire partie des preuves que les consommateurs demandent, même si ces consommateurs, ils sont bien évidemment d'un côté très responsables et très conscients de ces impacts, mais de l'autre côté qui sont aussi avides d'expériences clients extrêmement riches et gourmandes en termes de bande passante, de livraisons extrêmement rapides qui ne sont pas forcément un bien pour la planète. Donc il y a ce paradoxe des consommateurs à gérer, mais on pardonne certaines choses aux consommateurs qu'on ne pardonnera pas aux marques, donc il vaut mieux s'en préoccuper dès maintenant. Alors justement, dans la façon d'accompagner les marques, vous avez identifié trois leviers, lesquels? En fait, il y a trois grands enjeux au niveau des interfaces digitales et de la politique RSE. Le premier, ça va tourner, on en a un petit peu parlé, autour de l'empreinte environnementale, et c'est tout ce qui concerne l'éco-conception, comment on conçoit des interfaces moins gourmandes en termes d'énergie. Le deuxième élément, il va tourner autour de la vie privée et de la protection de la vie privée des consommateurs. Donc là, le cadre réglementaire nous a bien aidé ces derniers temps avec la RGPD et ce qu'on appelle le Privacy by Design, on y reviendra. Et puis le troisième élément, qui est peut-être un petit peu moins un élément de frugalité, qui est le thème du moment, puisque dans les deux premiers, on le verra, mais on est plutôt dans des régimes minceurs. Là, on est plus dans l'inclusion et de quelle manière les interfaces digitales doivent assurer l'accès aux services à tous.
Alors justement, sur cette notion d'éco-conception dont vous parliez, comment trouver le juste équilibre entre des sites internet qui sont produits en noir et blanc de manière assez basique et à contrario avec d'autres sites qui sont avec des contenus qui sont beaucoup plus enrichis. On peut parler de réalité virtuelle aujourd'hui. On en voit de plus en plus, on a l'impression que de plus en plus d'acteurs vont vers la réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un juste équilibre ? Alors le point de départ, c'est que c'est vrai qu'au départ, le digital est quand même perçu comme un outil, un moyen de réduire l'empreinte carbone de l'activité humaine. C'est le concept de départ. Maintenant, on s'aperçoit aujourd'hui que ce numérique, au sens large du terme, c'est 4% des émissions carbonées sur la planète, que si on continue au même rythme, puisque évidemment ça se développe, encore plus en ce moment, dans ces périodes un petit peu compliquées, le digital, le numérique est au service de l'activité économique, eh bien cette empreinte, elle augmente, et que si on ne fait rien, on va être à 8% dans quelques années. Donc il faut voir de quelle manière on entame une forme de, j'en parlais tout à l'heure, de régime minceur sur ces interfaces, sachant qu'on sait très bien que, par ailleurs, il y a un énorme enjeu pour toutes les marques de proposer une expérience client digitale de plus en plus riche. Vous parliez de réalité virtuelle, mais avant ça, on peut parler de géolocalisation permanente, qui est une fonctionnalité aujourd'hui extrêmement répandue dans les applications et qui consomme de la bande passante. Donc il faut enlever sa localisation sur ses smartphones, c'est ça? Il faut limiter cette... Alors, en tant que consommateur, vous faites ce que vous voulez. En tant que marque, c'est quand même un enjeu. On y reviendra sur la partie data parce que ça concerne aussi et surtout la partie data. Mais vous avez ne serait-ce que la vidéo. On sait que Netflix représente 25% de la bande passante Internet en France quasiment aujourd'hui et qu'on leur a même demandé pendant la première période de confinement de réduire les débits pour sauvegarder l'Internet entre guillemets. Donc la vidéo, la réalité augmentée, tous ces éléments-là, le scroll, ce qu'on appelle l'infinite scroll, ce que vous faites régulièrement toute la journée sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur des sites de e-commerce, où logiquement on pousse à plus de découvertes produits, plus de découvertes catalogues, les vidéos en autoplay, tous ces types de fonctionnalités en fait, qu'on met en place pour fondamentalement enrichir l'expérience client, ce qui est évidemment une bonne pratique et une bonne manière de faire, et bien ça consomme de la bande passante. Et ce qu'on sait, c'est que même s'il y a quelques initiatives de réduction majeures avec le Black Mode qui permet de réduire aussi la consommation énergétique, on est quand même lancé dans une course où ça ne va pas s'arrêter. On ne va pas tous retourner avec de l'image basse définition statique, des sites en noir et blanc et une expérience client appauvrie. Ce n'est pas vrai. On n'ira pas sur ce type de démarche. Donc il faut voir de quelle manière, en fait, en optimisant cette expérience, en proposant des services toujours plus riches, techniquement, on va être en capacité de le faire avec moins d'énergie. C'est un petit peu le parallèle qu'on pourrait faire avec la voiture. On n'arrête pas de rouler. Par contre, on passe à l'électrique parce que, même si c'est discuté par moment, c'est quand même meilleur pour la planète. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Là-dessus, on a deux grands alliés qui sont importants. Le premier, c'est les consommateurs qui, aujourd'hui, sont près pour la moitié d'entre eux, sceptiques et même interrogatifs sur l'apport d'Internet par rapport à l'environnement. C'est une défiance qu'il n'y avait pas avant. Donc, le consommateur commence à être attentif à ça. On voit des initiatives où il y a des plugins qui apparaissent sur les navigateurs pour en fait permettre, quand vous allez sur des sites internet, de désactiver l'autoplay sur des vidéos, de désactiver les contenus des réseaux sociaux, donc d'avoir entre guillemets un internet low cost, moins consommateur. Et Alexandre Jubien parlait d'éco-bloqueur, c'est-à-dire on a l'adblocker sur la publicité, on a cette forme d'éco-bloqueur qui vient limiter la bande passante de votre consommation Internet. Donc ça, faut le prendre en compte parce que ça va arriver. Et le deuxième point qui est plus important, qui est un vrai allié sur les conceptions, c'est notamment Google, parce que en fait, plus vous avez un service, un site, une application légère, plus vous serez performant et donc mis en avant par Google dans ses résultats de recherche. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail de l'ensemble des acteurs pour alléger les sites en minifiant les ressources, notamment les vidéos et les images, en minifiant les JavaScript. Il y a tout un travail technique en minifiant le nombre d'appels réseau, puisqu'on fait beaucoup d'appels réseau avec des API et des web services pour servir un contenu temps réel aux clients. Il y a tout un travail qui est effectué techniquement pour réduire cette empreinte et du coup être mieux remonté et être plus performant. Parce qu'il faut savoir aussi que on va dire qu'un client sur deux, si la page de chargement met plus de 3 secondes à arriver,
quitte le site. Oui, c'est ça. Donc il y a un vrai enjeu de toute façon, et il se trouve que la performance business est au service de l'éco-conception et de l'environnement, donc il ne faut pas se priver de cet alignement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'est un bon point pour l'éco-conception. D'accord, les deux ne sont pas incompatibles. Le fait Non, d'être pour le performant et d'être éco-responsable. Exactement, il y a quand même une balance à avoir, Oui, parce qu'on veut toujours plus de fonctionnalités, de vidéos, de richesses techniques, donc ça consomme, mais en même temps, on sait qu'on doit alléger tout ça pour faire de la performance business. Alors, je regarde le timer. On a une petite douzaine de minutes encore à passer ensemble. Parfait. Si vous avez des questions à poser à Renaud, vous pouvez le faire bien évidemment via le chat de ce live. On va parler de l'orchestration de la collecte des données. Est-ce que ce n'est pas une réponse au respect de la vie privée des internautes et des mobinautes ? Alors si, là aussi, on a une forme d'ambivalence au départ et peut-être même de contradiction. D'un côté, vous avez des marques qui, là aussi, sont avides de données clients, qui souhaitent collecter de plus en plus de données clients pour, encore une fois, au départ, mieux servir ce client en identifiant son contexte, ses besoins, son environnement familial, etc. etc. Et ça passe bien évidemment par la collecte de data dite personnelle. Ouais. Ça, c'est l'angle expérience client, encore une fois, qui parle. De l'autre côté, vous avez la RGPD et tout le cadre réglementaire qui a été mis autour de l'usage de la donnée personnelle et qui vient un petit peu en contradiction puisqu'il y a ce qu'on appelle le privacy by design qui oblige les annonceurs mais aussi les agences comme la nôtre à travailler sur la minification des données collectées, c'est-à-dire ne collecter les données uniquement lorsqu'elles sont nécessaires à l'usage du service. On sent bien que c'est un petit peu contradictoire. Je pense qu'encore une fois, il faut aller chercher la balance. Ça ne veut pas dire évidemment ne plus collecter de données, ça n'arrivera pas, faut pas se leurrer. Par contre, il faut peut-être mieux la collecter. D'abord, quand on va sur certains services aujourd'hui, si vous faites l'exercice, je ne vais pas les citer, mais il y a des services où quand vous allez dans l'acceptation des cookies, notamment et que vous regardez dans le détail, vous avez plus de 500 trackers, 500 services derrière qui sont référencés sur un seul site. Ça veut dire que vous vous connectez sur un service et vous acceptez rapidement, comme le font certains, les cookies. Derrière, vos données, elles sont envoyées à 500 partenaires. Alors, je veux bien qu'on ait des partenaires techniques, des partenaires sur l'analytics, des partenaires sur la publicité, mais ça me semble aujourd'hui peut-être un petit peu beaucoup. Et là aussi, il y a peut-être un travail de rationalisation à faire. Ouais. Premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de rentrer dans une scénarisation de cette captation de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit encore trop souvent de services qui, quand vous arrivez dessus, que ce soit un site ou une application mobile, on vous demande directement et dans la foulée, sans vous poser de questions et vous expliquer pourquoi, un opt-in pour la géolocalisation, un opt-in pour la push notification, un opt-in pour s'enregistrer sur la newsletter, un opt-in de cookies parce que ça, c'est obligatoire. Et là aussi, c'est trop ? C'est trop, c'est pas, et surtout, c'est pas dans le moment client. Il y a un moment, on en revient à cette directive de se dire ça doit servir l'expérience et ça doit servir le client. Donc c'est là où il y a un vrai travail de scénarisation qui va être fait pour capter l'opt-in, l'accord de l'utilisateur sur cette collecte dans le bon moment parce qu'il en a besoin. Et ça, c'est fondamentalement au service de l'efficacité puisqu'on voit qu'il y a un lien très direct dans le scénario de captation et le pourcentage, le taux d'opt-in sur un sujet en particulier, que ce soit de la géoloc ou de l'inscription à une newsletter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être pédagogue vis-à-vis du client. Au moment de la captation, expliquer à l'utilisateur ce qu'on va en faire. Pourquoi il a intérêt à se géolocaliser, pourquoi il a intérêt à recevoir une newsletter ou à accepter de la push notification. Parce que potentiellement, ça va servir son information sur la livraison d'un produit, par exemple, et que du coup, il va accepter. Donc la pédagogie et les tutoriels accompagnant la collecte sont importants. Et puis enfin, c'est limiter l'usage, le traitement de ces données. On voit de plus en plus, notamment dans les applications, apparaître des opt-in très temporaires, notamment sur les données sensibles comme la géolocalisation, encore une fois, où là, on va accepter la captation de la donnée, mais on va s'en servir une fois et ensuite, il faudra redemander l'accord à l'utilisateur. Ça, ce sont des bonnes pratiques qui permettent de trouver un bon équilibre, encore une fois, entre une donnée dont on a besoin pour mieux servir le consommateur et de l'autre côté, les exigences du privacy by design. Mais, dernier point, on a encore un petit peu de temps, ce qui est important, c'est de pas, on le voit trop souvent finalement, nous agences et avec les annonceurs, limiter à une partie contractuelle et juridique. C'est-à-dire que la partie RGPD et vie privée est très présente dans les appels d'offres et dans le cadre contractuel imposé. Donc ça, c'est très bien. Derrière, on l'oublie un peu, et j'y reviendrai fondamentalement en conclusion, on l'oublie dans le temps du projet, on l'oublie dans la conception du service.
page par page, quand on design un site ou une application, on ne revient pas à chaque instant à se dire est-ce que la donnée que je collecte ici, elle est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est le bon moment? Ça reste trop sur une partie amont contractuelle et ce n'est pas assez infusé dans le temps du projet et dans on va dire, le cockpit de pilotage d'un projet qu'on a, au même titre que le planning ou le budget qui sont contrôlés en permanence. On devrait contrôler cette partie-là en permanence. Renaud, un mot sur l'accessibilité. C'est le plus ancien, le plus abouti des engagements aujourd'hui, vous nous le confirmez? Oui, c'est le plus ancien parce que dès 1997, le W3C, qui est le consortium qui régit, pour faire simple, Internet, a mis en place des guidelines sur l'accessibilité, qui ont été reprises aujourd'hui dans le RGA et ce que font les administrations françaises notamment. Donc c'est même le cœur et la promesse de base d'Internet, c'est de proposer quelque chose accessible à tous, quel que soit son pays, quel que soit son équipement, quelle que soit sa langue et quelles que soient ses capacités physiques et mentales. Donc c'est quelque chose qui est présent depuis extrêmement longtemps, avec beaucoup d'outils pour effectivement répondre à ces besoins d'accessibilité. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 20% de la population en France qui est en situation de handicap, que ce soit de la déficience visuelle, que ce soit de la déficience moteur, de la déficience auditive ou de la déficience mentale. Donc on parle quand même de 20% de la population, au-delà du côté moral d'offrir l'accès. Il y a là aussi un côté business, il faut appuyer sur tous ces leviers. Il y a 20% des consommateurs que vous allez mieux servir en travaillant bien l'accessibilité, qui a un coût par ailleurs. Oui. Donc c'est quand même important. Mais là encore une fois, on est souvent un petit peu trop, on reste un petit peu trop souvent, soit au niveau du cadre contractuel et juridique, où on doit s'engager à avoir le AA, RGA dans la phase de conception. Parfois, on le limite à une problématique purement technique. Ça va être réglé en développement et on s'arrête là. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Les GAFA qu'on critique souvent sont extrêmement présentes dans la fourniture d'outils. Siri chez Apple, par exemple, ou le VoiceOver qui permet de faire de la commande vocale pour les gens qui ont des problèmes de lisibilité. Donc les GAFA sont présentes. Mais on le limite à ce côté, encore une fois, un petit peu technique, réglé en développement. Et on ne se pose pas trop, soit en phase de conception, soit en phase de recette, d'impliquer des populations en situation de handicap dans des phases de recette, par exemple, pour s'assurer qu'effectivement, l'expérience qu'on propose, le parcours client qu'on propose, quand on le met entre les mains de quelqu'un qui a une déficience motrice, visuelle ou auditive, ça va effectivement fonctionner, ça va servir le propos. Donc c'est là où il y a encore un travail à faire. Il y a beaucoup de volonté aujourd'hui des équipes d'y aller, mais il y a un travail à faire pour sortir de la phase amont et infuser encore une fois l'accessibilité tout au long du projet. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui que l'éco-conception est très récente, on en parlait au début, c'est très récent et on le voit encore assez peu mentionné dans les appels d'offres ou dans les recommandations. L'accessibilité est déjà très présente. Renaud, juste pour terminer sur l'accessibilité, concrètement, ça se traduit par quoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui, les plateformes, les marques doivent-elles appuyer justement ce développement ou le développement de leur site sur l'accessibilité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus aujourd'hui? Il faut suivre les guidelines. Il y a beaucoup de guidelines. Vous en avez sur GitHub, vous en avez le RGA est présent. Il y a plein de référentiels qui vous guident, qui vous accompagnent. UserAgent a sorti un guide sur l'accessibilité gratuit sur notre site. Donc, si vous voulez y aller, vous aurez les clés pour à la fois savoir de quel référentiel on parle et ensuite de connaître les outils. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de mesurer si effectivement, quand quelqu'un est daltonien, je vois un fond vert derrière nous, si quelqu'un est daltonien, il va effectivement avoir une expérience adaptée. On parle beaucoup sur les sites de DataVis, par exemple. L'une des recommandations, c'est de dire qu'un indicateur ne peut pas être lié justement à la couleur, ce qui est le cas dans beaucoup d'indicateurs où on passe du vert au rouge, par exemple, des jauges, etc. Si vous n'avez que cet indicateur, quelqu'un qui a un déficit visuel pourrait ne pas être exposé à l'information. Voilà, c'est des petites choses comme ça sur des contrastes, sur des structures de sites. Il n'y a rien d'extrêmement complexe, mais ça demande une attention permanente dans la construction, à la fois en termes de conception UX, design de votre interface et aussi de développement technique. En conclusion, vous prenez l'intégration d'indicateurs RSE dans la mesure de la performance d'un marketing plus frugal. Concrètement, ça se passe de quelle manière? Ben oui, Stéphane, parce que le point, c'est qu'on voit, une fois que le service est lancé, toutes les directions marketing, digital aujourd'hui, e-commerce, sont équipées de dashboards dans lesquels il y a des indicateurs de performance, des KPI, comme on dit en anglais, qui sont là pour suivre la performance business. Donc, on a
les Web Vitals sur le web qui sont des indicateurs techniques, on a le taux de crash sur les applications mobiles, on a les taux de conversion sur des problématiques de e-commerce, les DAU, les MAU sur le nombre de visiteurs. Donc on a toute une batterie de KPI qui servent le suivi de la performance, qui est évidemment assez essentiel sur les interfaces sites ou applications. Par contre, on n'a pas encore mis au cœur de ce cockpit de data des indicateurs de performance environnementale. Combien consomme mon site? Il y a aujourd'hui Ecometer qui permet de le mesurer, par exemple. On n'a pas des indicateurs de suivi du niveau d'accessibilité d'un certain nombre de fonctionnalités. On n'a pas des indicateurs de suivi et de maîtrise de la collecte de data. Il y a une société qui vient de se lancer qui s'appelle Little Sisters, qui est sur cette problématique de mesurer, de fournir un label, un indicateur. Et donc, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas dans le temps de mesure pour se dire oui, j'atteins mes objectifs ou non, je ne les atteins pas. Donc ça, je pense que ça va être un élément essentiel d'intégrer ces KPI pour s'assurer qu'effectivement, derrière, dans le temps, dans la maintenance de votre service, vous allez suivre la performance économique, bien sûr, de votre interface, mais aussi cette performance RSE. Ça me semble assez essentiel parce qu'il y a la volonté des équipes, elle est là, encore une fois. Le cadre réglementaire, il est là, il est extrêmement présent. Les GAFA, encore une fois, que ce soit sur l'accessibilité, la vie privée et l'éco-conception, on l'a vu avec Google et la performance dans les résultats de recherche sont là pour accompagner le mouvement. Donc il faut juste suivre ces indicateurs pour s'assurer que la conception et le design de services numériques est aussi au service du discours RSE de ces entreprises. Et je pense que fondamentalement, c'est un bon point sur la partie business et sur la partie relation client à long terme. Il y a pas mal de réflexions sur le chat. Ce qu'on va faire, Renaud, c'est qu'avec les équipes, avec nos équipes, avec les équipes du Marketing Day, vous allez pouvoir répondre à celles et ceux qui vous posent des questions. Juste une dernière question, moi, avant de se quitter. User Agent est partenaire officiel de cet événement, Marketing Day. Pourquoi vous y teniez? Pourquoi être partenaire officiel cette année? Un peu parce que je l'ai dit au début, le mobile est devenu le point central, le pilier de la relation entre un client, un consommateur, un prospect et une marque et une entreprise. Donc le Marketing Day, le jour du marketing, ne pouvait pas s'affranchir d'une vision un peu mobile first, voilà, qu'on essaie d'inculquer, de diffuser chez les annonceurs parce qu'aujourd'hui, que ce soit en termes d'audience, que ce soit en termes de transactionnel, e-commerce ou drive to store en point de vente, et que ce soit bien évidemment en termes de relations clients et de self-care, le mobile, le smartphone est au cœur de cet échange. Merci beaucoup Renaud Ménéra. Je rappelle que vous êtes fondateur et COO de User Agents, donc partenaire officiel de cet événement Marketing Day. Merci beaucoup. Merci.